Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Millennium se raconte sur Radio, le rendez-vous qui donne la parole aux Bruxelloises et Bruxellois qui pensent l'avenir autrement. On danse, on va chacun, chacune, on joue la chance pour toi. Je suis très heureuse d'inaugurer aujourd'hui un épisode qui me tient à cœur. Qu'est-ce que le vivre ensemble ? En tapant ces deux mots sur Internet, je suis tombée sur la signification « cohabitation harmonieuse entre individus dans un environnement de diversité sociale et culturelle ». Alors on parle beaucoup en ce moment de sectarisme, d'identité, de genre, mais aujourd'hui j'avais envie de nous réunir et de partager des exemples de réussite d'un mieux vivre ensemble. Parce que ça fait du bien aussi des fois de regarder ce qui va bien. Quel serait l'avenir si, au lieu de nous diviser sans cesse dans nos identités, nous nous réunissions sur des valeurs de partage et d'harmonie ? Autour de cette table, deux invités qui portent le vivre ensemble tel un étendard. Bertano Angelo, est-ce que je le prononce bien ? Non. Pardon, ça commence bien. Je t'embête, Berthe Tongolé. Bertano Njole, réalisatrice, chanteuse, chorégraphe et interprète, tu es née au Cameroun et tu es une voyageuse dans l'âme et dans l'art. Parce que Berthe, tu es une artiste qui ne te limite pas et qui fait de tes multiples racines et cordes à ton arc une force. À tes côtés, Jean-Loïc Michaud, aka Gilo, start-upper et entrepreneur social, mais surtout fondateur de la start-up Serendipia, dont vous allez très bientôt entendre parler. C'est un co-living inédit destiné au mieux vivre ensemble, lancé à San Francisco avec succès et qui réunit en 8 ans plus de 600 cohabitants aux nationalités différentes. Et Gilo s'apprête cette nouvelle année à ouvrir un nouveau co-living à Bruxelles. Alors ce soir, place à la joie d'un vivre ensemble positif. Nous sommes au café L'Ascenseur qui relie le Palais de Justice au Marolles et avec nos invités, on va prendre l'ascenseur ou la fusée, direction le futur inclusif. Bienvenue autour de cette table. Je suis très contente de vous avoir. Alors, Berthe, tu es une artiste pluridisciplinaire, chanteuse, animatrice, comédienne, radio-host. Donc toi, tu es née au Cameroun, tu as grandi à Bruxelles, tu parles plusieurs langues et surtout, tu vois large, ni limite artistique, ni limite géographique. La liberté, c'est un peu ton adage et tu l'as brandi comme une force. Et jamais tu parles de ton histoire comme une plainte. C'est vraiment quelque chose que tu fais rayonner autour de toi. Alors, comment tu te définirais, Berthe ? Déjà, bonsoir, Romy. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, c'est une question assez compliquée. Moi, je me définis comme une touche à tout. Parce que je n'aime pas me limiter. Et comme dit l'expression anglaise, « the sky is the limit ». Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que j'ai envie de mener ma vie. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de mener mes projets. Parce que je pense que les seules limites que l'on se met, ce sont nos propres limites. Et je pense qu'une fois qu'on a transcendé la peur, tout ce qui est au-delà de la peur, c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on recherche. Et oui, je pense que je me définirais de cette manière-là. Limitless. Exactement. Donc Jean-Loïc, on va t'appeler Gilo parce que c'est comme ça qu'on t'appelle en général, je crois. Ouais, pour les intimes. Ok. Donc tu viens de Charleroi et tu as un parcours assez précoce. À 23 ans, tu pars à San Francisco pour étudier l'entrepreneuriat social à la Hult University. Et là, tu t'apprêtes à louer un matelas dans ta maison sur Craigslist, qui est un peu le célèbre site américain des petites annonces. Donc tu vas louer un matelas dans ton appart, dans ta maison. Et là, c'est le début d'une aventure. Donc tu décides de lancer un co-living qui va s'appeler Serendipia. Mais avant de rentrer dans le détail de tout ça et de cette aventure, est-ce que tu peux nous dire à nous tous qu'est-ce qu'un co-living ? En quoi c'est différent d'une colocation traditionnelle, comme on voit ici ? Ouais, tout à fait. Merci Romy pour l'invitation ce soir. Je suis très flatté. Mais en fait, on parle de vivre ensemble aujourd'hui, mais justement le co-living, ça a cette notion aussi, on apprend aux gens à mieux vivre ensemble aussi. On crée une expérience communautaire autour de rituels, d'événements. On essaie de rassembler les gens autour de valeurs et de principes communs qui permet une harmonie et qui permet aux gens en fait, de vivre ensemble et de grandir ensemble. Tu facilites en quelque sorte le vivre ensemble à travers Ouais. des valeurs qui font partie de ton co-living. C'est ça. On prend la diversité, que ce soit culturelle ou professionnelle, et on les fait quelque part s'unifier dans leurs rêves et leurs ambitions, afin que tout le monde puisse avancer, s'épanouir et devenir la meilleure version d'eux-mêmes.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce matelas qui t'a permis de créer ta start-up? Et aussi, pourquoi ce nom, puisque ta start-up s'appelle Serendipia? Qu'est-ce que signifie Serendipia? Mais on va commencer par le matelas. En fait, voilà, j'étais étudiant et comme tout étudiant, j'avais un budget limité proposé par mes parents en arrivant à San Francisco, qui est une ville très chère. Et je venais de trouver les meubles pour mon appartement dans les brocantes. Et en fait, les matelas de personnes là-bas, c'était facilement 300, $400. Et un jour, en rentrant de l'école, je rentrais dans le bâtiment de mon appartement et j'ai vu qu'il y avait des matelas presque neufs qui étaient délaissés par les gens dans la réception de l'appartement. Je fais, bah, génial, 3 matelas, 3 fois 400, 1200. Et du coup, je les ai repris dans mon appartement. J'allais les vendre en effet sur Craigslist. Et en fait, l'été d'avant, j'avais dormi dans un espace de co-living. C'était une ancienne usine retransformée en espace de co-living coworking pour entrepreneurs. Et j'avais jamais appris autant dans ma vie qu'en vivant, à propos de l'entrepreneuriat, en train de créer ma startup, qu'en vivant avec des autres start-upers. Donc j'ai fait, ben ouais, en 7 semaines, j'apprends plus sur la startup qu'en 3 ans d'école de commerce. Donc c'était un gros aha moment. Et du coup, quand j'ai vu ces matelas dans mon salon, j'ai eu un autre aha moment. J'ai fait, ben, au lieu de les vendre, je vais les louer et faire le startup flat dans mon appartement. Et du coup, on était à 5, sur 5 matelas qui vivaient dans un appartement, une chambre. Et chacun payait, nous payait $900 par mois, qui payait notre loyer et en même temps qui nous a permis d'investir et de faire des amis pour la vie en fait. Et là, tu as commencé à te dire, bon, c'est bien les matelas, mais il va falloir aller un peu plus loin. Ouais. Et tu t'es dit, je veux rendre cette expérience ensemble, en tout cas de communauté, plus agréable, avec tout un rituel, comme tu dis, ou des valeurs que tu vas Des intégrer événements, ouais. dans ce lieu de vie, en fait. C'est ça, des événements, des dîners de famille en fait, qu'on appelle hebdomadaires, où tous les dimanches on se réunissait pour cuisiner ensemble, mais qui était un moment où on était dédié à créer des relations ensemble, où on avait un tableau blanc où chacun écrivait ses objectifs de la semaine, du mois et de l'année. Comme ça, ça nous permettait de se tenir accountable, d'être, d'avoir quelqu'un qui te supporte Ouais. ou qui te rappelle de tes objectifs si tu dévies un petit peu de ta trajectoire. Donc ça nous a permis de grandir très rapidement. Et en effet, tous les gens, ce groupe de gens s'est tous épanoui dans leur projet, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et tu décides de nommer cette maison Serendipia Nest. Ouais. Le nid Serendipia. C'est ça. Alors pourquoi Serendipia? Donc en arrivant dans la Silicon Valley, aussi l'été 2014, j'avais un de mes mentors dans la Silicon Student, qui était un incubateur pour des gens qui voulaient apprendre à faire des applications, des startups dans la Silicon Valley. Donc un Parisien, Édouard Foussier, qui me fait visiter San Francisco et qui m'apprend un peu tous les trucs à faire et ne pas faire en arrivant dans la Silicon Valley. Et qui me dit, qu'est-ce qui est vraiment spécial dans la Silicon Valley? C'est en fait la sérendipité. Qu'est-ce que c'est la sérendipité? En venant de Bruxelles, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Non plus. Est-ce que Bert, tu connais ce mot? En tout cas, le terme anglais, oui. Pour moi, Serendipity. Pour toi, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est la sérénité, en fait. C'est une sorte de sérénité et en même temps, c'est comme ça que je l'aurais traduit, on va dire. Une sorte de sérénité, mais une sérénité ensemble, en fait. Alors, j'aime beaucoup ta définition aussi, Moi, c'est comme ça que je qui est belle. Mais en fait, la sérendipité, à la base, ça vient des Princes de Serendip, qui était en fait un poème qui était fait par Horace Walpole, un poète londonien au XVIe siècle, qui a créé l'histoire des contes de Serendip. Et en fait, c'était les trois fils du roi du Sri Lanka qui avaient été nommés par le roi pour partir en mission pour sauver la patrie qui était en train de se faire assaillir par les ennemis. Et en fait, ils avaient un plan bien défini, mais ils n'ont pas réussi ils ont réussi à reconquérir le pays, mais pas avec le plan qui avait été établi. Et en fait, d'où le mot sérendipité. En fait, c'est quelque chose d'incroyable qui arrive, mais sans que ce soit le plan original. Donc c'est de la chance, on appelle ça des fois une chance malencontreuse ou une chance fortuite. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans la Silicon Valley. C'est comme ça que toutes les plus grandes innovations dans le monde ont été créées. La pénicilline, donc l'antibiotique, a été créé par sérendipité. Le mec était dans son laboratoire, il cherchait des formules, et puis tout à coup la pénicilline est arrivée. Et donc, la magie. Pour créer de l'innovation, en fait, oui, c'est ça, c'est de la magie. Tu mets plein de diversité ensemble,
plein d'acteurs ensemble. Et en fait, ce qui devait arriver, tu sais pas vraiment le prédire, mais c'est encore mieux. Eh ben, Donc j'ai vu les sérénipités, mais c'est génial. Moi, je viens d'un petit village à Charleroi. Et voilà, enfin, j'ai fait 52 pays. J'ai eu beaucoup de chance de faire des projets. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et quelque part, la sérendipité, c'était un peu l'histoire de ma vie, en fait. Je me dis, ben, pour arriver là, à San Francisco maintenant, et donc je me suis attaché émotionnellement à ce mot. Et je voulais créer un concept avec des valeurs. alors on va revenir tous les deux à votre enfance parce que je pense que c'est là aussi que se trouve la racine de vos valeurs, de vos audaces et de ce qui fait que vous êtes aussi des exemples du mieux vivre ensemble. Alors Berthe, ta mère a été un pilier dans ton enfance. C'est une femme qui t'a appris à affirmer tes choix et tes différences. Tu disais une femme forte. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elle t'a transmis et comment elle a fait de toi aussi celle que tu es aujourd'hui? Il faut savoir que ma mère a vécu dans 4 pays sur 2 continents. Elle a fait partie avec mon père des premiers intellectuels à sortir du Cameroun. Elle a vécu longtemps en France, elle a vécu au Cameroun, elle a vécu en Centrafrique et puis en Belgique. Et donc, j'ai eu la chance de vivre dans une famille atypique. C'est-à-dire que lorsque ma mère voyageait, par exemple, quand elle arrive en France, la première chose qu'elle a fait, c'est de prendre des cours de cuisine. Et lorsqu'on est arrivé en Belgique, mon père, il nous a installés à la périphérie bruxelloise, pas du tout dans Bruxelles comme beaucoup de familles l'auraient fait. Et donc déjà, on partait avec ce bagage-là. Et mes parents ont, on va dire, insinué en nous cette capacité à se renouveler et à travailler et toujours, en fait, avoir le meilleur, avoir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié C'est vide. ça. Et j'ai eu la chance aussi de grandir dans un milieu éduqué et surtout de savoir d'où je viens et qui je suis. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas ce sentiment de se sentir inférieur à l'autre ou de devoir faire plus que l'autre. Oui, bien sûr. C'est tu es toi avec tes capacités, avec tes qualités et tes défauts et tu vas vers ce que tu as décidé de faire. Et on a eu aussi la chance de grandir dans une famille où on avait le droit de faire ce qu'on veut, d'étudier ce qu'on veut. On ne nous a pas imposé un modèle, un schéma, tu dois étudier ça, tu dois faire ça, etc. Et donc, ce qui fait que mes sœurs, et mon frère et moi, on a eu cette chance de pouvoir très tôt s'exprimer, très tôt dire ce qu'on est, très tôt de dire si on est d'accord ou pas. On a grandi dans une famille où on parle énormément. Et Donc le dialogue aussi. c'est ça. Et toujours c'est en fait important. la chance que l'on a, et mon frère le dit souvent, c'est son expression, il dit chez nous, en fait, on réfléchit à haute voix. Et donc, le fait de réfléchir à haute voix permet, en fait, de développer son esprit critique, de développer son dialogue, son apport au monde, son regard. Et donc, la Et puis aussi de force... dissiper la colère en quelque sorte, en tout Oui, cas. T'as mais pas je le temps. pense que, bon, on vient tous avec des familles, on a tous nos dysfonctionnements, aucune famille Oui. n'est parfaite. Mais je pense que d'avoir cette base qui est déjà solide dès le départ et où vous avez la possibilité de vous exprimer, vous avez déjà dès le départ une possibilité de pouvoir dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Et on ne nous empêche pas, en fait. Et chez nous, on parle tout le temps. Donc, il y a pas, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait des non-dits. Il y a sûrement des secrets, évidemment, mais il y a des choses qui nous permettent, en fait, de se dire, OK, on sait ce qui se passe, on sait comment est-ce qu'on avance, et donc, on est capable, en fait, d'affronter le monde. Et on est capable de prendre les choses comme elles viennent et surtout de s'adapter. Et c'est ça, en fait. Et c'est vrai que j'ai grandi beaucoup avec des femmes. Mon père était un petit nabab, comme ça, avec toutes ces femmes autour. Et il a eu cette chance-là. Et c'est vrai que c'est une force. Et donc, moi, je ne me contente pas de me dire oui, mais bon, je suis Berthe, je viens d'Afrique, je suis noire. Oui, ben, je le sais, je suis noire. Je veux dire, ma différence était claire. Tu vois, quand on est jeune, quand on est adolescent, on a envie de ressembler un peu à nos comparses. On n'a pas envie de sortir du lot. Oui, oui. Ben, sauf que moi, avec ma couleur de peau, je sortais de l'eau. Donc, c'est pas comme si j'avais le choix. Tu vois, c'est... Tu me disais, moi je suis Berthe et c'est apprendre ou à laisser. C'est ça. Et si vous vous laissez, vous perdez quelque chose. Oui, de toute façon. Quoi qu'il en soit. De toute façon, si vous ne prenez pas, c'est vous qui perdez. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faut aussi aborder la vie avec un petit peu de légèreté et de se laisser porter. Et parfois, on peut avoir de très, très belles surprises. Et c'est vrai que quand j'ai décidé, moi, de me lancer dans l'artistique il y a un peu plus de 15 ans, la grande chance que j'ai eue, c'est que toute ma famille a assisté, je pense, à
tous mes concerts. Quand je parle de la famille au sens strict, le papa, les sœurs, le grand frère et la grande sœur sont en France, donc ils étaient moins présents. Mais donc ça donne une force Ouais, bien sûr. incroyable parce que on est soutenu en fait. Ouais. On n'est pas tout seul parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent seuls parce qu'ils n'ont pas de famille, parce qu'il n'y a pas la famille qui le soutient pour plein de raisons différentes. Mais moi, j'ai vraiment ce soutien, j'ai vraiment cette base qui est extrêmement solide. Et donc, quand je me présente au monde, je pars avec une force en fait incroyable. Et j'ai pris du temps pour le comprendre et pour le réaliser. Et donc, ça vous permet en fait de tout faire. C'est l'amour aussi que enfin, c'est l'amour Complètement. reçu plus le dialogue C'est ça. et la cohésion en fait. Mais Et c'est-à-dire bien que- sûr le fait que tes parents soient des personnalités aussi qui ont vécu eux-mêmes dans différents pays, C'est donc ils ça. ont une ouverture d'esprit qui Exact. t'ont sûrement aussi inculqué. Enfin, C'est sûr. un équilibre en fait. Ouais. C'est-à-dire que quand on a cet équilibre à la base, on ne le cherche pas ailleurs. Moi, je ne cherche pas en devenant artiste. Je ne suis pas dit je deviens artiste comme beaucoup. On cherche l'amour, on cherche la reconnaissance. Moi, je le suis parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis l'amour, je l'ai, merci, j'ai pas besoin. Et ça fait toujours plaisir évidemment d'avoir des gens comme ça. Mais quand je fais les choses, tout ce que je fais, je pars en me disant regarde tout ce que les autres pourraient voir comme des différences ou des faiblesses, comme une force. J'arrive quelque part. Bon, déjà, je m'appelle Berthe. On est d'accord. C'est un vieux prénom. Il n'y a pas des masses. Quand vous arrivez quelque part, tout le monde s'appelle Sophie, Julie, Marie. Ben, vous vous appelez Berthe. Ça se retient déjà. Bien sûr. Vous arrivez, vous êtes par exemple la seule noire dans un casting ou quoi. Ben, on vous retient. Vous arrivez, vous êtes chauve. On vous retient. Donc, j'ai pas besoin de faire grand-chose. En fait, j'arrive. Bah, tu me retiens, oui ou non. Positivement ou négativement. De toute façon, comme on dit, même un bad buzz, c'est quand même un buzz. Et donc, moi, quand j'arrive quelque part, on me voit, et puis je m'en vais, quoi. Je fais mon truc. Et j'ai mes qualités et mes défauts, c'est Ouais. apprendre à laisser, de toute façon, quoi. Donc, cette force, c'est vrai que ma mère a une force de caractère, mais phénoménale. Elle ne en fait, on a un peu l'impression que rien ne l'arrête, elle n'a peur de rien. Et surtout, elle relativise énormément. Donc, du coup, on a pris ça aussi. C'est-à-dire qu'on relativise les choses. Rien n'est grave, en fait. La seule chose qui est grave, alors, c'est la maladie ou la mort. Alors Berthe, c'est donc ta mère et donc cette personnalité multiple et incandescente, Ouais. voilà, qui t'a donné aussi cette force et cette liberté de faire. Et toi, Gillo, quel a été ton déclic dans ton enfance qui t'a donné l'envie de créer des communautés? Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je dis ça souvent, mais j'ai pas dû créer des communautés dans ma vie. Je suis grandi dans une communauté. J'ai été éduqué par une communauté. Mes parents étant divorcés, j'ai été éduqué par toute ma famille, des deux côtés. J'étais transbahuté d'un membre de la famille à l'autre non-stop. Mais beaucoup d'amour. Mais du coup, directement, j'ai grandi, j'étais enfant, j'avais différents éducateurs et différents tuteurs. Des grands-parents, des parents. Des cousins, des tantes, des oncles, un peu de tout. Et en plus de ça, là d'où je viens, donc de village à la base, autour de Charleroi, on est très communautaire à la base. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de folklore. La Belgique en général, et la Wallonie encore plus, est connue pour son folklore, pour sa chaleur humaine. Et donc, en fait, je pense que c'est quelque chose un peu qui est en moi à la base, quoi. Mais ce qui est en moi à la base, on a toujours fait des fêtes, on a toujours organisé des événements sociaux. Mais ce qui pour moi paraît naturel n'est pas forcément naturel du tout en fait pour d'autres pays, d'autres cultures, ou même et surtout en fait en arrivant aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, les petites fêtes ou les petits dîners que j'organisais naturellement, comme j'ai toujours fait dans ma vie, étaient presque un miracle pour beaucoup de gens en Amérique, dans la Silicon Valley. Des ingénieurs qui passaient leur temps devant leurs ordinateurs. Donc, un mec qui parlait leur langue, parce que j'étais dans la tech, je suis dans la tech aussi, qui comprend la technologie, qui peut parler leur langue, mais en plus, qui rassemble les gens, c'était assez unique, quoi. Et donc voilà, c'était naturel, en fait. Et je pense que ça vient de là d'où je viens, de mon éducation. Alors, pour rester dans la thématique familiale, on va écouter Letter to Daddy de la chanteuse Dewa, aka Berthe, ici présente. Alors, on vient d'écouter une chanson de ton album, la chanson Letter to Daddy, de son nom d'artiste Dewa. Diwa. Gillo, en parlant d'artistes, toi, tu dis aussi que les artistes sont des solutioners. Tout à fait. À la Silicon Valley. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment, pour toi, les artistes aussi font partie
peuvent aider en fait la société à changer. font partie de la solution. Mm. Alors, en fait, les solutionners, ce mot, déjà, on va partir des solutionners. C'est parti du fait que dans les maisons qu'on gérait, en fait, les gens voyaient toujours des problèmes. Ils allaient toujours pour un petit truc ou pour un autre. Enfin, il y avait une bonne ambiance, mais voilà, quand il y a plein de gens qui vivent ensemble, ben, il y a des petits problèmes des fois. Et donc, je me suis dit, mais au lieu de toujours être là pour résoudre les problèmes des gens en tant que community manager, Ce que tu appelles un community manager, c'est celui qui gère la maison. Ouais, on appelait ça aussi les house daddy ou les house mommy. Donc c'est un peu les mamans ou les papas des maisons, quoi. Parce qu'on était très familier, enfin on a un concept qui est très familier et convivial. Et on s'est dit, ben, au lieu d'être là comme des mères ou des pères des coliveurs, eh ben, on va les éduquer comme des enfants, à voir le monde ou les problèmes comme s'il y avait une solution à chaque problème. Le verre à moitié rempli. J'adore. Bon, bah Voilà. voilà, vous partagez la même chose. quoi. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'au final, si on fait ça pour le tuyau est cassé, mais apprends à le réparer toi-même, mais en fait, c'est comme ça dans le monde aussi. Genre, il y a le changement climatique, ben, en fait, pourquoi pas, on pourrait le réparer nous-mêmes, quoi. Il n'y a pas assez de poubelles dans ce quartier-ci, mais pourquoi pas faire une initiative nous-mêmes. Et donc, les solutionners, c'était un peu un concept qui est venu pour appeler les gens de notre communauté. On appelait ça Serendipianist Home for Solutions, en fait. Où en fait on apprend aux gens à être positifs, à être durables, à être collaboratifs, à avoir des valeurs qui les apprennent à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, avoir le verre à moitié plein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc, mais quand tu regardes, au final, on a réuni les gens par un mindset et un état d'esprit. Mais cet état d'esprit, tu ne dois pas être un entrepreneur ou un artiste spécifiquement pour l'avoir. C'est individuel et unique à tout un chacun. Et donc, en effet, on a appelé à venir dans nos maisons toutes sortes de gens, des artistes, des digital nomades, des ingénieurs, des designers, des auteurs. Tu sélectionnes les gens sur leurs valeurs aussi. C'est ça l'idée. Voilà, on a sélectionné les gens plutôt sur les attitudes et les valeurs et la personnalité que ce qu'ils faisaient. Tu vois, pas du tout sur tout ce qui est aujourd'hui plutôt des termes de sélection. Non. Parce qu'on le voit bien. Tu changes aussi le biais de sélection. C'est ça. Et on s'est rendu compte aussi, on a eu beaucoup d'artistes. Parce qu'en effet, en général aussi, les artistes sont des gens avec beaucoup plus de créativité, beaucoup d'âme et beaucoup de valeurs, qui sont quelque part plus connectés avec leur âme, quoi, que des gens qui vont aller dans la finance et qui vont faire que des chiffres toute la journée. On avait des financiers aussi. Mais... Oui. On n'a rien contre les financiers, ceci dit. Ouais, mais il faut tout. En fait, c'est ça. Ici, la leçon aussi qu'on voulait, c'est qu'on doit apprendre à vivre ensemble. Tous ensemble. On revient au thème de base, mais c'est vraiment ça. On doit apprendre à vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, on va trouver sûrement les solutions pour résoudre les problèmes de demain. J'enchaîne en même temps sur le fait de vivre dans différents pays aussi, parce que je pense que tu as quand même pas mal voyagé, et y compris en tant que comédienne et artiste. Est-ce que tu as un endroit où tu t'es sentie la mieux accueillie ? Est-ce qu'il y a un exemple de ville ou de pays qui pourrait être aussi un modèle à suivre dans le vivre ensemble ? En tout cas, une inspiration. Honnêtement, là où je me sens chez moi, c'est là où je me sens bien. Donc, il n'y a pas un pays ou une ville en particulier. Si j'ai un toit sur la tête, à manger ma famille et mes amis, je suis chez moi. Tu cherches pas en fait la valeur. Je cherche pas nécessairement à me dire voilà, il faut dans tel. Cheers to that. Allez, faisons ça. Faisons ça. Et je pense que c'est ça en fait finalement. Et je veux dire, quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais même pas 7 ans. Je suis arrivée ici, donc quand tu es toute petite, tu t'adaptes. Un enfant, ça s'adapte très vite. Ensuite, on a décidé mes parents ont décidé de rester en Belgique. Et puis j'ai bougé en Belgique et on a vécu en périphérie bruxelloise, j'ai vécu à Bruxelles. Et puis je me suis dit, bon, j'ai fait le côté francophone, et bien maintenant on va aller dans le côté néerlandophone. Et peut-être que la prochaine étape, ce sera dans le côté germanophone. Parce que pour moi, la chose qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée en Belgique, je ne comprenais pas que tous les Belges ne soient pas minimum trilingues. Parce que c'est une chance en fait. Les langues, c'est la possibilité d'apprendre l'autre, sa culture, qui il est. C'est comme la nourriture, c'est comme s'habiller. C'est vraiment essayer de voir l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il est et comment il est. Et pour moi, c'était super important. Je me suis toujours dit, ma mère m'a toujours dit, les langues, c'est tellement fort. Et quand on arrive en Belgique, je me souviens, quand on était à l'école, à l'époque, on avait le choix, on pouvait choisir une première langue. Et la plupart du temps, évidemment, la première langue était le néerlandais.
Et nous, on pouvait demander une dérogation spéciale, parce que mon papa travaillait à l'ambassade du Cameroun, pour ne pas apprendre le néerlandais, mais apprendre l'anglais. Ma mère a dit, non, 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 vous êtes en Belgique, donc vous allez apprendre le néerlandais. Donc on était un peu les seuls à choisir comme première langue le néerlandais. Et ma mère avait compris ça dès le départ, en fait. Et moi, je m'étais dit, bon voilà, j'ai vécu en Wallonie, j'ai vécu à Bruxelles, bon, on va aller vivre en Flandre. C'est parce que c'était la meilleure manière d'apprendre, en fait, déjà la langue, et puis de découvrir les néerlandophones, parce que c'est un monde complètement différent. Depuis que je vis en Flandre, c'est pas la même façon de penser, c'est pas la même façon de voir les choses, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est riche aussi. Et je me suis dit, de toute façon, le néerlandais, c'est pas à l'école que je vais l'apprendre, et pourtant on a essayé. Eh bien, je vais aller m'installer chez eux, et je n'aurai pas le choix. C'est pour ça qu'en fait, j'ai déménagé un moment, en me disant, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, bon, si tu t'installes là-bas, tu n'auras pas le choix, en fait, tu devras parler le néerlandais tous les jours. Qu'importe qu'on le parle avec un accent ou avec des fautes, c'est pas ça le plus important. C'est de juste pouvoir se dire, je vois, j'expérimente. C'est pour ça que moi, j'aime bien expérimenter les choses par moi-même et pas me baser sur ce que a dit X ou Y. C'est comme quand un film sort, il y a un expert qui vous dit, voilà, le film est comme ça. Et tout Mais le monde... tu aimes le fait d'y aller toi-même et de C'est ça. voir par toi-même. C'est ça. Moi, j'aime bien découvrir les choses par moi-même, me faire ma propre idée. Et puis surtout, prendre le L'expérience, temps. rien ne vaut Oui, l'expérience. Ouais. et puis prendre le temps, parce que je pense que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on a tendance à réagir sur l'émotionnel. On ne réagit plus du tout rationnellement. On voit une image, on réagit. On ne sait pas ce que cette image signifie, on ne sait pas d'où elle est sortie, on sort les mots du contexte. On est en train de faire une interview, on va vous prendre 2 phrases que la personne a dites et on va le contourner. Et donc moi, c'est ça que j'aime bien. J'ai besoin qu'on prenne le temps, en fait. Et les gens ne prennent plus ce temps-là. Et donc oui, moi, je bouge et j'adore bouger. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager via mon boulot. Et aller à la rencontre de l'autre, je crois que c'est l'une des plus belles choses, parce qu'on découvre l'autre. C'est quand on est ouvert, je veux dire, quand on part avec une certaine ouverture d'esprit. Je me souviens, je suis partie en Corée du Sud et j'étais au restaurant en train de manger, et pendant tout le repas, une dame m'a regardée. Une maman d'un certain âge, elle me regardait comme ça. Au début, je ne faisais pas attention. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Je mange. Je me dis, mais je dois avoir un bouton, c'est pas possible. Il y a un truc qui... Tout le repas, je me lève, je vais payer. Elle me regarde, elle me fait, you are beautiful. Et j'étais, what? Je ne m'attendais tellement pas. Et en fait, c'était par rapport... Je crois qu'elle avait juste jamais vu de noir de sa vie. Et elle était juste... elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait, en fait. Et donc, tu vois, soit tu le prends négativement en te disant, mais pourquoi on me regarde? Et alors, tu es sur la défensive. Ou tu te dis, bah, tu ne sais pas, en fait. Et souvent, ça arrive. Beaucoup de fois, ça arrive. Par exemple, là, depuis que je me suis rasé la tête, les enfants, ça les intrigue. Ils comprennent pas pourquoi elle rase la tête. Donc, pour eux, je suis malade. Et donc, quand ils me voient arriver, il faut voir leur petite tête. Et il y en a qui sont pas discrets. Bon, l'enfant, c'est ça qui est beau avec l'enfant, c'est qu'ils n'ont pas de tabou. Et on dit toujours, la vérité sort de la bouche des enfants. Ils vont dire, maman, pourquoi la dame, elle est rasée? Et maman, elle est malade? Eh ben, très fort, hein, donc tu peux l'entendre. Bon, si tu es malade, si c'était le cas, effectivement, ça peut être violent. Mais ça reste un enfant. Et je préfère un enfant qui vient te demander qu'est-ce qui se passe, que l'adulte qui fait chut, 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 allez, avance. Parce que finalement, l'enfant n'a pas la réponse à sa question. Et c'est ça le monde, en fait. C'est d'oser aller demander. Parce qu'on ne sait pas qui se trouve en face de nous. Et pas toujours être sur ses gardes. Oui, mais pourquoi tu me regardes? Et le voir négativement. Parce que parfois, on te regarde parce qu'on a envie... Il y a quelque chose qui fascine ou quelque chose qui... où on se pose une question. Et c'est ça, avoir ce regard-là. Ouverture, simplement. Bah justement, en parlant de voyage, toi, Gillo, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que le co-living t'a appris? En quoi ça a changé aussi ta perception du monde? Pour moi, en fait, on est, c'est un peu, on est une grande famille. Pour moi, l'humanité est une grande famille parce que, voilà, personnellement, j'ai vécu quand même pendant 2-3 ans au début dans ma maison. Après, je voyageais de plus en plus et j'étais de moins en moins là aussi. Parce que j'ai évolué, mais j'ai vécu avec 200-300 personnes personnellement. Et donc, en faisant ça, en fait, de plus de 50 pays différents, de plein de backgrounds différents, avec des histoires différentes. Parce que c'est pas toujours simple aussi de vivre en communauté. De tous les milieux. T'en fais quelque chose. Non, mais en fait, moi, ça me faisait rire. Les différences. Mais moi, je me marrais, en fait. C'était comme un terrain de jeu, quoi. C'était un terrain de jeu et je profitais un peu de toutes nos différences. J'apprenais toujours quelque chose des gens. Je collaborais, je faisais des projets avec des gens, on organisait des événements, on organisait des conférences en Thaïlande avec certains gens qui sont venus avec nous. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous les mêmes.
En fait, on a tous la même peur, les mêmes envies, les mêmes désirs. C'est juste que les gens n'arrivent pas à se l'avouer, en fait. Ou la peur, en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est tu choisis la peur ou l'amour, mais en fait, c'est tu choisis l'amour pour toi et pour les autres et pour un peu toute ta manière d'agir. Alors tu n'auras pas peur de l'autre, en fait. Il faut casser ces barrières. En fait, le co-living permet de casser. C'est un ascenseur social, quelque part, qui permet aussi de casser les barrières entre les gens et qui permet aux gens de connecter à un niveau qui est un peu jamais vu avant, en fait. Parce que les gens qui sont dans leurs appartements, tout seuls, qui vont au travail, qui rentrent, qui vont au restaurant, enfin, et au final, ils sont dans une bulle, un peu comme dans Matrix, la pilule bleue, quoi. Ils sont dans leur système. Et le co-living est aussi, quelque part, une manière de prendre une pilule rouge, parce que ça te permet de casser enfin, tout le spectre prédéfini de la société qu'on nous engraine, enfin, qu'on nous enseigne via les médias depuis qu'on est petit, quoi. Et donc là, cette fois-ci, tu vas débarquer à Bruxelles, bientôt en tout cas, pour Ouais. lancer un co-living. Et pourquoi Bruxelles? Bruxelles, je pense qu'il y a un retour aussi à la racine. Après 7-8 ans à l'étranger, non-stop, ça fait du bien aussi. Pendant le Covid, j'ai repassé du temps en Belgique, près de ma famille. Donc ça, c'était déjà un peu la raison numéro une. Donc je me suis reposé ici. Et en fait, j'ai envie de reconstruire mon réseau de co-living, mais en repartant d'ici, de la famille. Et aussi, cette fois-ci, en étant pour que la société, donc Serendipia, en tant que DAO et en tant que coopérative digitale, donc tokenisée sur la blockchain, pourrait être partagée par ses membres et en fait pour être propriétaire. Là, on rentre dans le truc un peu technique, mais en gros, tu es Ouais. aussi dans la crypto-monnaie. Ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est de lier Oui, et le co-living et la que aussi crypto-monnaie. les gens, c'est du co-living, co-working, co-owning. Et donc les gens qui partagent la vie, partagent leur espace de travail, puissent aussi détenir et micro-investir dans une petite partie de ces trucs, enfin, de ces communautés via cette technologie. Et Bruxelles, c'est une des villes les plus cosmopolites du monde. On n'en parle pas assez, mais c'est une des villes dans le monde où il y a le plus de nationalités et le plus de diversité. Et on voit quand même qu'il y a des tensions sociales grimpantes en Europe, en règle générale, il faut se l'avouer. Donc il faut aussi des gens comme nous qui vont essayer de recréer une cohésion sociale, une intégration sociale qui va pouvoir permettre de montrer aux gens que en fait, vivre ensemble, ça apporte beaucoup plus d'opportunités pour un monde meilleur demain, plutôt que vivre dans la peur où les gens vivent dans leur propre communauté et sont un peu ségrégés socialement, quoi. Et toi, Berthe, quel serait le monde rêvé de demain pour toi? C'est simplement un monde où on dépasse nos différences sociales. C'est un monde où on laisse la place à l'autre d'être. Et je pense que c'est assez simple d'y arriver. Tout à l'heure, tu parlais de différence. La différence fait peur. Et donc, pour essayer de casser cette peur, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et de toute façon, aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a plus le choix. La mondialisation fait ça. Que tu sois dans une cité, dans une ville, dans un petit village, même dans des petits villages, tu vas aller à la rencontre de l'autre. Aujourd'hui, un Asiatique peut danser le dombolo. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, un petit Indien peut chanter du R&B. Aujourd'hui, un Noir peut faire du métal. Aujourd'hui, ça a toujours été en fait. C'est juste que avant, on n'avait pas cette possibilité de bouger et de voyager. Je veux dire, à l'époque, il y a 150 ans, je vivais à Saint-Gilles, l'autre vivait à Ixelles, on ne se connaissait pas. On ne traversait même pas cette petite frontière-là. Aujourd'hui, tout le monde se rencontre. Donc, la peur est justifiée simplement parce qu'on ne connaît pas. Et à partir du moment où on a réussi à casser cette barrière et à se dire « je vais tenter », d'où je parlais, pose la question, n'ayez pas peur. Et je remarque ici, ça se voit par exemple bêtement quand on est au magasin, on est dans une file à la caisse, la file est grande, vous devez passer avec votre caddie, personne ne va vous dire pardon, on va attendre que vous vous rendiez compte que la personne est là pour pouvoir bouger le caddie. Les gens n'osent pas dire pardon. Ils vont attendre en fait que vous bougiez, ou alors on va pas avoir le réflexe de demander est-ce qu'on peut ouvrir une caisse. Juste poser la question. Il y a une peur. Il y a la peur ça. du dialogue en fait. C'est-à-dire que l'autre, même bêtement, quand parfois vous êtes dans la rue, vous dites bonjour à quelqu'un. Ouais.
Comme si c'était quelque chose d'incroyable. Bah Mais non, c'est peut-être je que vous le dis digital bonjour. aussi a un tout petit peu freiné le langage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose du langage à retrouver peut-être aussi. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont évolué et puis on a évolué tellement vite. Alors, c'est très bien parce que je pense que la technologie apporte quelque chose de très positif, mais il y a comme toujours des extrêmes. Et je pense souvent, on n'arrive pas souvent à s'adapter assez rapidement parce que tout change. Je veux dire, quand on demande à une personne d'un certain âge, elle va te dire, écoutez, moi, j'ai connu l'écu, le franc, l'euro. C'est beaucoup, quoi. Je veux dire, dans une vie, Non. c'est énorme. Et donc, et on doit s'adapter très, très vite. Les technologies arrivent. On a un smartphone, on l'a acheté à 11h10 et à 11h20, il y en a déjà 18 qui sont sortis. On n'a pas le temps de dire, de respirer, de prendre cette pause avant de continuer. Et je pense que c'est ça. La différence fait peur. Les gens se sentent bien quand c'est homogène. On se ressemble tous, on ne doit pas se poser de questions, on pense tous de la même manière. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fait. Parce que si ce n'est pas notre génération, ben la génération qui arrive, ils vivent dans une classe, vous allez dans une salle de classe, il y a 14 nationalités. Oui, Ils sont bien tous sûr. belges, mais ils sont tous d'origine indienne, pakistanaise, camerounaise. Vous n'avez plus le choix parce que ces enfants vivent ensemble. Donc, vos enfants, les leaders de demain, c'est eux. C'est eux avec toutes ces différences-là. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine émission. Mais donc oui, casser les frontières, mais en Oui. même temps, ça se fait naturellement, comme tu le dis, avec la mondialisation. Mais Et Bruxelles montre ça. On est justement en fait, Marolles. casser la peur, C'est tout ça. simplement. Mais oui. Ouvrir les vannes. Ne pas avoir peur de quoi? Qu'est-ce qui peut arriver de pire que de juste apprendre à connaître l'autre? Et donc, exactement ce que tu fais, Jean-Loïc. C'est-à-dire que à travers ton co-living, tu permets de mieux être en lien et de créer des connexions. Alors toi aussi, qu'est-ce que ce serait le monde rêvé de demain? Et comment tu vois un peu l'avenir, en tout cas d'un point de vue positif? Enfin, parce qu'en même temps, tu es positif. Mais quel est l'avenir selon toi de tout ça? Mais moi, en fait, L'avenir du vivre ensemble. j'imagine un monde où les gens pourront voyager et se rassembler selon leur passion. Selon leurs rêves, et un monde où les gens pourront collaborer et travailler sur comment est-ce qu'on peut réunir les gens autour de leur passion, leurs rêves, mais qui pourront travailler sur des challenges sociétaux qui vont impacter tout le monde et pour trouver des solutions. Je pense qu'il y a un concept japonais qu'on appelle le ikigai, qui est super important. Et je pense que si on pouvait apporter ce prisme de l'ikigai un peu partout, on irait beaucoup mieux. Créer des environnements où les gens peuvent donc... l'ikigai représente 4 piliers, où en fait, ce que tu fais en alignement te permet de vivre, donc de gagner de l'argent. C'est aussi ta passion, c'est quelque chose auquel tu es bon, et c'est quelque chose aussi qui est très utile pour la société. Donc quand tu fais ça, en fait, quelqu'un va vraiment pouvoir s'épanouir, être heureux parce qu'il aura tout, et ça aide les gens, c'est la société. Et je pense que le co-living, justement, et les communautés, avec Serendipia, notre but, c'est de faciliter aussi un peu aux gens de trouver leur ikigai et d'un peu créer leur style de vie, leur lifestyle, un peu de leur rêve. Et donc voilà, pour moi, le co-living est le futur de l'éducation. La communauté et le vivre ensemble est le futur de l'éducation. Dans un monde digital où les gens sont de plus en plus déconnectés, on doit les reconnecter. Merci beaucoup, Berthe et Gillo, d'avoir Merci à toi. apporté des pistes de sérendipité ce soir vers le futur. Merci au Festival Millennium, Zlatina, Lubo et à Géopolis et Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'Ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci beaucoup à toute l'équipe technique ici présente derrière moi, Laurent, Romain, Mani, Jeanne et toute la belle équipe aussi qui est dans le bureau mais qu'on ne voit pas. De toute façon, on ne les voit pas, mais merci à tout le monde en tout cas. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux invités. Éclaireur, c'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées. On rêve